Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Si faire un CV est un besoin, être recruté est un art. Comment passer donc du CV à l'emploi et pourquoi parfois tant d'échecs pour obtenir un emploi sûr? Nous tenterons de répondre à ces questions dans cette émission avec notre invité Fabrice Zirignon. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur Rouma. Vous êtes entrepreneur et formateur en technique de recherche d'emploi. C'est bien cela? Effectivement. Alors la première question, un CV bien rédigé, est-ce une garantie à 100% pour obtenir un emploi? Je dirais premièrement déjà non, Ok. parce qu'il faut tenir compte en fait du processus de recrutement. Ok. Donc c'est vrai que dans le processus de recrutement, les recruteurs vont déjà rédiger une offre d'emploi qu'ils vont proposer aux différents candidats. Et les candidats, quant à eux, devraient leur envoyer leurs différents CV. Donc déjà, le CV, il a pour objectif de pouvoir captiver tout simplement l'attention du recruteur. D'accord. Et oui, allez-y. Et donc, si nous avons capté l'attention du recruteur, il va tout simplement nous appeler lors d'un entretien Pour d'embauche discuter. pour pouvoir être rassuré. Pour pouvoir donc évaluer et voir qui en a en face. Voilà, donc, est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas rédigé pour lui? Est-ce que c'est les compétences? Effectivement. Donc, le résultat direct du CV, c'est l'entretien. D'accord. Pas l'emploi. Et dans vos formations, vous dites il faut se connaître soi-même, c'est-à-dire connaître ses faiblesses et puis connaître ses forces. En quoi est-ce que c'est important dans la présentation d'un CV ou dans le fait de postuler à un emploi? Alors, il y a plusieurs informations, mais je peux m'attarder sur deux. Ok. Donc, première information, déjà, l'importance, c'est que ça va vous permettre de pouvoir convaincre le recruteur. Okay. Première étape. Parce que si vous ne vous connaissez pas, il sera vraiment difficile de pouvoir parler de vous. Donc, travailler sur ses forces et ses faiblesses va vous aider à pouvoir faire un pitch ou bien un speech personnel qui pourra vous aider à mettre en avant toutes ces compétences. Donc, on va parler de nos forces, on va parler de nos compétences, on va parler de nos intérêts, on va parler également peut-être de notre profil de carrière, voilà ce que nous souhaitons faire. Et c'est vraiment ce qu'on met en avant pour pouvoir se différencier des autres candidats. D'accord. Oui, allez-y. Deuxièmement, oui. Ça va nous permettre déjà de pouvoir avoir une zone d'amélioration. Okay. Donc, connaître nos faiblesses va nous permettre de rentrer en nous-mêmes et de chercher à renforcer ces différentes compétences que nous n'avons pas tout simplement. Mais nos faiblesses ne vont pas transparaître sur le CV, non? Non, on vend nos forces. Bon, il y en a qui parlent de leurs forces et finalement, quand on se retrouve dans un entretien, parfois on est à des antipodes. On a l'impression que ce n'est pas vraiment qui a écrit. Ça, c'est aussi une réalité. Effectivement, c'est une réalité, mais c'est que ce travail n'a pas été fait en amont. Parce qu'on dit langue parlée, il dit anglais est super, très bien, allemand, ainsi de suite. Finalement, il ne peut même pas dire une seule phrase en anglais. Parlons de la lettre de motivation. Dans certains processus de recrutement, il y a des recruteurs qui ne demandent pas de lettre de motivation, mais la plupart du temps, certains demandent. Quelle est l'importance de ce document? Il faut retenir que la lettre de motivation a un but super simple. Motivation. Donc, le but, c'est de motiver le recruteur à nous appeler, tout simplement. Donc, dans cette lettre de motivation, vous allez transparaître déjà 3 informations majeures. La première qui sera tout simplement de montrer au recruteur que vous avez compris son besoin. Donc, s'il vous donne une offre d'emploi, il va donner le profil idéal qu'il recherche. Première chose, c'est d'abord lui dire que j'ai compris ce que vous avez dit et si vous recherchez un profil, par exemple de commercial, qui est capable de faire une mission particulière, je suis déjà celui-là. Première étape. Deuxième étape, on va mettre en avant nos compétences. Donc, on va lui faire comprendre qu'on est le candidat idéal en mettant en avant nos compétences, notre expertise, tout ce que nous savons faire de manière très précise et concise qui rentre en ligne de compte avec le poste que nous souhaitons prendre. Et dans la 3e étape, simplement, on demande des rendez-vous. Est-ce qu'il y a un nombre de pages, un nombre de lignes à respecter? Moi, généralement, il n'y a pas vraiment de nombre de pages. Bon, un candidat qui écrit sur 2 pages, sur 3 pages. Je recommande en une seule page. Dire l'essentiel. Voilà, mais en termes de paragraphes, je pense qu'il serait plus intéressant d'aller à 3 étapes, comme je l'ai signifié tout à l'heure. C'est plus simple, plus concis, et puis voilà, c'est plus efficace. De quelques erreurs qui sont commises par beaucoup de candidats à l'emploi. La plupart du temps, qu'est-ce qui revient quand quelqu'un veut candidater? Première chose, c'est que déjà les candidats ne prennent pas le temps de lire les offres. Ça, c'est vraiment ce qui fait défaut. Donc, ils ne connaissent pas la plupart du temps ce que les recruteurs recherchent réellement. Ils ont vu juste le titre. Justement, il a un CV et c'est le même CV qu'il va prendre pour postuler dans l'entreprise X ou Y. Alors que ça peut être le même poste commercial, mais ce n'est pas les mêmes besoins. Et tout est notifié dans l'offre d'emploi. C'est un travail qu'ils ont fait en amont. Et donc, les candidats doivent prendre le temps de lire ça et d'adapter leur CV. C'est vraiment là, il y a le problème. Certains candidats également ne mentionnent pas le titre du poste.
à la place du titre du poste, on va voir CV. Ouais. On va voir peut-être leur nom en grand caractère. Pourtant, c'est ça le plus important que le recruteur regarde. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types. Quand on parle des recruteurs, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui utilisent des logiciels. Aujourd'hui, on parle des ATS, donc c'est alimenté par l'intelligence artificielle. L'idée, oui. Donc, il suffit de lui donner juste des instructions pour dire, première étape, regarde sur le CV, si c'est d'abord écrit, le titre de poste est respecté. C'est un tri qui se fait systématiquement, automatique, sans contact même avec l'humain. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont assez de moyens. D'autres entreprises utilisent beaucoup le processus traditionnel. Donc, si vous remarquez bien dans les entreprises, c'est parfois les stagiaires ou les assistants RH qui font le tri. Et donc, eux, ils ont des instructions bien précises aussi qui viennent de leur hiérarchie. Il y a beaucoup de travail. Et donc là, s'il y a une information qui n'est pas pertinente, automatiquement, on met à côté. Donc, c'est vraiment ça le plus important quand on se positionne dans ce sens. D'accord. Il y en a qui ont un lourd bagage, qui ont de l'expérience. Parfois, dans la rédaction du CV, c'est 5, 6 pages, 7 pages. Est-ce que c'est déconseillé d'écrire autant de pages? Est-ce qu'un recruteur a toujours le temps de feuilleter autant de pages ou est-ce qu'il faut se résumer et dire l'essentiel en une ou deux pages? Alors, je dirais simplement que en moyenne, c'est 6 à 10 secondes que le recruteur prend pour faire une première lecture sur un CV. Alors, si le CV ne captive pas son attention, il ne rentrera pas dans plus de détails. Et quand le CV est trop long, ça peut jouer aussi en votre défaveur. 2, 3, 4, 5 pages, c'est pas évident de faire un tour rapidement en quelques secondes. L'idéal serait de faire un CV en une page. En fait, c'est un exercice de synthèse. Vous résumez tout simplement les informations qui sont en rapport avec le poste. Prenons un exemple super simple. Je vais prendre 2 cas très différents pour qu'on puisse comprendre. Je suis informaticien et je postule par exemple un poste d'informaticien. Mais peut-être au début, avant de pouvoir avoir ce poste, j'ai fait quelque part, peut-être dans une assurance, j'ai été commercial. C'est pas une expérience que je vais venir mettre sur le CV, même si je cherche à avoir de l'expérience. Ça ne compte pas pour le poste. Et vice-versa. Donc, c'est ce qui est vraiment important qu'on met. Pareil au niveau des formations, pareil au niveau des expériences, pareil au niveau des certificats, toutes les informations, c'est ça. Parfois, dans les offres, on demande de marquer les références ou des références. C'est quoi l'importance? Oui, ça nous donne au fait plus de crédibilité. Ça dépend. Après, moi, par expérience, j'ai aussi constaté que c'est pas toutes les références qui sont vraiment juste parce que certains candidats mettent des contacts juste par complaisance. Donc, s'il y en a, on peut le mettre. Mais après, le plus important déjà, c'est vos compétences, ce que vous êtes capable de faire, les informations les plus pertinentes que vous mettez, et tout va se passer lors de l'entretien. Est-ce que vous avez remarqué des cas où il y a eu des mensonges, des contre-vérités dans les documents proposés, et puis les gens ont été recrutés, et puis après, quelques années après, on s'est rendu compte que certains diplômes ont été falsifiés, tout ça? Oui, ça existe. Ça existe énormément. Il y a des diplômes qui sont falsifiés. Et moi, j'ai travaillé dans le secteur de l'éducation. Et ça arrivait à des moments où des personnes venaient vers nous pour dire « j'ai besoin, par exemple, de faire un diplôme pour pouvoir renforcer en fait mon CV. » Parce que sûrement, il est rentré là-bas et il avait des informations qui n'étaient pas justes. Et donc là, il se met dans une situation où ça ne va pas. Donc il faut qu'il se mette à jour. Mais le processus normal d'une école, c'est de faire un cours sur une période bien définie avant de sortir. Donc c'est vraiment des réalités qui existent. Et il y a plusieurs cas comme ça aujourd'hui. D'accord, c'est tellement la dernière question. Un candidat a un entretien demain matin, par exemple. Oui. À 8h, il doit se retrouver dans telle administration pour un entretien d'embauche. Alors, quelques petits conseils en termes d'actions concrètes à pouvoir mener pour réussir son entretien. Ok. Première chose, il faut d'abord aller à l'information. Donc, si vous avez reçu une convocation pour un entretien, allez à l'information. Cherchez des informations spécifiques sur l'entreprise. Ça, c'est vraiment très important. Beaucoup de candidats commettent cette erreur, mais allez-y voir sur l'entreprise. L'entreprise a été créée quand? Est-ce qu'elle a... Tout existe sur Internet. Voilà, toutes ces informations sur son site ou peut-être sur les réseaux sociaux, ça va dépendre. Qui a créé l'entreprise? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Quelle est sa vision, sa mission, ses valeurs? Vous voyez un peu toutes ces informations, vous les récupérez. Et c'est en fonction de ça que vous essayez aussi de programmer des réponses qui pourront vous aider à mieux vous organiser. Donc déjà, préparez aussi un speech après les informations.
on l'a dit tout à l'heure, connaître ses forces et ses faiblesses. Donc ce speech-là qui va vous permettre de vous présenter de façon très succincte en 2-3 minutes. Et puis le reste, en fait, ça va venir en fonction de l'orientation du recruteur. Un candidat qui arrive en retard sous prétexte qu'Abidjan a des embouteillages, est-ce une raison valable? Ça dépend du recruteur. Voilà, mais il y a des recruteurs qui sont vraiment très pointueux sur le temps. Rien ne justifie le retard. Non. Donc, je recommande franchement de s'atteler à être dans le temps. Fabrice Zérignon, on ne pourra pas dire tout sur ce plateau, l'essentiel a été dit. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et formateur en technique de recherche d'emploi. Avec nous, nous allons parler de comment passer de son CV à un emploi sûr. Merci encore. Effectivement. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.